Quelle politique globale de mobilité à l'échelle des bassins de vie? C'est le thème de cette avant-dernière séquence. Ensuite, je donnerai la parole à Thierry Mallet pour conclure la conférence. Mais donc, pour l'heure, le point de vue des élus, représentés par Alain Yount, vice-président de l'Eurométropole de Strasbourg en charge des mobilités, et Nicolas Maillard-Rossignol, président de la métropole Rouen-Normandie, que je vous demande d'accueillir chaleureusement. Et vous l'aurez compris, c'est Laetitia qui anime. Bonjour. Merci, messieurs. J'ai peut-être une toute première question. À quelle échelle chacune de vos collectivités développe sa politique de mobilité? À l'échelle de la métropole, à l'échelle de l'aire urbaine, du bassin de vie? Qui veut commencer? Je dirais si peut-être il y a 10 ou 15 ans, toutes nos agglomérations travaillaient sur les villes-centres et sur l'agglo, il est évident qu'aujourd'hui, toutes les agglos travaillent sur le bassin de vie. Il est évident que ce soit lié aux ZFE, mais même aux politiques de mobilité, aux difficultés d'accéder à son lieu de travail, c'est effectivement au niveau des bassins de vie qu'il faut travailler. Et j'ai envie de dire, en plaisantant un peu, on n'a pas attendu les réseaux express métropolitains un dimanche soir sur YouTube pour commencer à travailler sur cette démarche-là. Parce que sinon, on aurait beaucoup de retard. On aurait effectivement beaucoup de retard. Et aujourd'hui, ce que nous devons faire, ce que nous faisons, je pense que c'est également le cas à Rouen, c'est de travailler sur différentes focales de la mobilité, que ce soit la ville-centre, que ce soit l'agglomération, que ce soit le bassin de vie, avec là une différenciation, ou en tout cas une mobilité complémentaire entre les piétons, les vélos, les bus, les cars interurbains, le train. Et d'ailleurs, j'invite Jacques Lévy à venir à Strasbourg à l'occasion pour parler de vélo, parce que ce que vous avez dit avant me chagrine un peu. Ça me chagrine même beaucoup, parce que je pense qu'on ne peut pas nier un des éléments essentiels de la mobilité qu'est le vélo, y compris pour le rabattement dans les gares qui sont à 30, 40 ou 50 km du centre de l'agglomération. Juste encore un mot, effectivement, sur ce bassin de vie, on va commencer sur l'agglomération de Strasbourg à mettre en œuvre notre réseau express métropolitain le 11 décembre prochain, avec une augmentation notable du réseau, avec 800 trains par semaine qui vont arriver, 800 trains supplémentaires par semaine qui vont arriver ou sortir de la gare de Strasbourg, notamment à travers une coopération qu'on a engagée très fortement avec la région Grand Est. Et c'est cette coopération-là qui nous permet de faire ce pari-là. Mais aujourd'hui... Et d'aller loin. Et d'aller loin, d'aller à 30, 40, 50 km, parce qu'aujourd'hui, que ce soit par rapport à la ZFE, que ce soit sur la question du droit à la mobilité, que ce soit sur la question de l'essence à 2 €, touche d'abord ceux qui sont à 50 km de la ville-centre et pas ceux qui sont à 2 km. Donc je crois que c'est tous ces enjeux-là qu'il nous faut faire, et notamment effectivement d'aller extrêmement loin, y compris pour ce qui nous concerne sur le territoire transfrontalier, parce que étant à 2 km de la frontière, et il y a beaucoup entre guillemets de flux transfrontaliers, ces éléments doivent également prendre en compte le ferroviaire transfrontalier. Nicolas Maillard-Rossignol, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Oui, tout à fait. Globalement, oui. Merci pour votre invitation. Effectivement, les politiques de mobilité, elles se définissent de plus en plus à l'échelle d'aire urbaine. Moi, je voudrais ajouter peut-être 2 mots pour compléter, pour alimenter le débat. D'abord, dans politique de mobilité, il y a plusieurs objectifs. Là, on a beaucoup parlé des enjeux de déplacement du quotidien, domicile-travail. J'aurais juste ajouté, même si ce n'est peut-être pas le cœur du débat aujourd'hui, qu'il peut y avoir aussi des politiques de mobilité qui ont des dimensions spécifiques sur le plan économique. Je vais vous donner un exemple concret. Aujourd'hui, sur la vallée de Seine, alors ce n'est pas que Rouen, c'est le Havre, Rouen, il y a une grande inquiétude sur des changements d'horaire et une possible disparition d'une ligne de chemin de fer qui va jusqu'à Marseille. Je ne prétends pas que Marseille soit dans l'aire urbaine de Rouen, mais sur le plan économique, chacun comprendra que la liaison entre le port du Havre, le port de Rouen et le port de Marseille, ce n'est pas un petit sujet.
Donc je voulais juste ajouter cette dimension qui n'est pas du tout en contradiction avec ce qui vient d'être dit, mais qui est un Oui, élément oui. supplémentaire. Deuxième élément supplémentaire ou complémentaire, par rapport à ce que vient de dire mon collègue de Strasbourg, il a fait allusion à la relation avec la région. De manière plus large, on voit bien que ces questions de politique de mobilité viennent percuter les questions de millefeuille, si on est un peu désagréable ou critique, administratif. Mm. On l'a vu avec les aides et feux, il y a des aides à l'intérieur d'une métropole, la question de l'extérieur c'est plus compliqué, donc il y a une différence, donc les gens se sentent moins aidés, etc. La France dite périphérique, ça. Bon, sur les mobilités, si on le dit de manière plus neutre, ça pose quand même la question des coopérations entre des agglomérations et des territoires connexes autour, qui en général sont plus petits, sont moins intégrés. On a plutôt des communautés de communes ou des communautés d'agglomération et pas des métropoles à côté de métropoles, donc qui ont en général moins d'argent aussi. Nous, je vais vous donner des exemples concrets. Nous, par exemple, on finance, il se trouve qu'on est les premiers de France sur le covoiturage. On a 2 systèmes. On a un système notamment qui concerne la mise en place de lignes physiques de covoiturage, qui vont bien au-delà de l'aire de la métropole. Donc on va toucher des territoires qui sont autour, qui sont structurés comment? C'est des communautés de communes, des communautés d'agglos, qui ont peu d'argent. C'est la métropole qui finance en fait complètement ces lignes, parce que sinon elles ne se feraient pas. Et puis le deuxième point, vous l'avez dit, c'est la relation avec la région. Et là, c'est pas très simple, non pas forcément pour des raisons politiques, encore que, mais c'est plutôt pour des raisons administratives, parce que les régions sont grandes, elles ont été même agrandies. Grand Est, je pense, c'est un des exemples, les mieux, les pires, comme chacun jugera. La Normandie, de ce point de vue-là, est peut-être pas... Bon, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que surtout, les régions ont une dimension plus grande. Il faut aussi pas faire de langue de bois. Politiquement, le rapport entre les régions et les grandes métropoles n'est pas toujours le plus simple, parce qu'il y a des enjeux un peu de puissance, de hiérarchie, de prestige entre les niveaux politiques un peu picrocola, mais enfin, ça existe, donc c'est pas la peine de le nier. Et ce qu'on voit très bien, c'est que si on veut avoir une politique pertinente de mobilité à une échelle de l'aire urbaine, cette interaction-là, elle est critique. On le voit très bien sur le train, par exemple, c'est exactement ce que vous avez dit. Donc voilà, je voulais insister sur ces 2 points, la dimension économique, et puis le millefeuille administratif qui vient quand même percuter ces questions de mobilité. Oui, et dans certaines, ça dépend où. Il y a des fois où ça passe bien, il y a des fois où c'est plus difficile, c'est vrai. Dans tous les Mais- cas, ce que l'on peut reconnaître, c'est que la structuration administrative n'est pas nécessairement adaptée à la façon dont les gens se déplacent. Or, ça devrait être dans ce sens-là plutôt que l'inverse. Alors justement, quel dispositif, mesure vous développez pour permettre aux habitants de la, entre guillemets, grande périphérie de se déplacer sans prendre la voiture? Alors vous avez parlé de covoiturage. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Moi, je pense qu'il y a là aussi différents éléments. C'est clair que c'est le ferroviaire qui structure l'ossature d'un bassin de vie. En tout cas, c'est le cas sur Strasbourg où il y a une étoile ferroviaire tout autour, mais elle n'est pas suffisante. Même si c'est elle qui structure, elle n'est pas suffisante parce qu'il faut, notamment pour les territoires où il n'y a pas de ferroviaire, mais avoir des cars interurbains, parce que sinon il y a une partie du territoire qui va se dire et nous, comment on fait? On va être, je dirais, assigné à la voiture. Il y a aussi le vélo, j'en reparle notamment sur le rabattement. Il y a, comme vous l'avez dit, le transport à distance, le covoiturage. Et donc, je crois qu'il y a plusieurs éléments qui sont importants. Un, c'est la complémentarité entre les différents modes de transport. Le deuxième, c'est aussi les enjeux de tarification, de compréhension du système, parce que plus on est, j'ai envie de dire, en difficulté, plus cette espèce de machin, au-delà du millefeuille administratif, est compliqué à comprendre dans la tarification. Et puis le troisième élément, c'est effectivement qu'il puisse y avoir sur l'ensemble de ces éléments du cadencement et de l'amplitude horaire. Parce que c'est ça qui fait la réussite des transports collectifs et donc du passage de la voiture à un autre mode de transport, c'est parce que c'est quand il est plus efficace, quand il commence à 5 heures du matin, quand il finit à 23 heures et quand il y en a un tous les quarts d'heure. Et le dernier élément, c'est aussi la question des investissements publics. Aujourd'hui, dans nos collectivités, je le dis tout simplement, nous n'allons pas arriver à boucler nos budgets en termes de mobilité pour 2 raisons. La question de l'investissement. Si on veut poursuivre, ou ne serait-ce que d'entretenir
une partie du réseau ferroviaire ou autre. Il faut investir massivement dans ces éléments-là. Et il faut aussi, ça nous concerne plus en termes d'autorité organisatrice, il faut arriver progressivement à ce qu'on appelle, à ce que les politiques publiques de la mobilité appellent le déplafonnement du versement mobilité pour que les collectivités puissent agir efficacement. Dernier élément, aujourd'hui, je ne suis pas convaincu qu'il nous manque d'argent. Quand même, ces derniers mois, l'État a consacré 7,5 millions d'euros aux 30 centimes de soutien à l'essence. 7,5 milliards, effectivement, ce qui est effectivement énorme. Si la moitié de cet investissement avait été mis pendant cette même période sur les transports collectifs, on aurait complètement changé la donne, parce que là, on est sur du court-termisme. C'est un peu open bar, court-termiste. Et je pense que là, et deuxième exemple, et je crois que ça concerne aussi un peu Rouen, il y a eu une grande infrastructure routière qui a été inaugurée il y a 3 ans autour de Strasbourg. Parce qu'il y avait trop de voitures qui passaient au centre de Strasbourg, 160 000 voitures jour. 2 ans après l'ouverture de ce contournement, on est de nouveau à 162 000 voitures, ce qui vont aussi, on est revenu en 2 ans après le Covid à exactement le même nombre de voitures. Donc, quand je dis les priorités, il faut aujourd'hui les mettre sur les transports collectifs et sur des modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle, y compris dans la réflexion sur la propriété et l'usage de la voiture. Nicolas ? Oui, alors, je vais dire des choses qui sont tout à fait dans le même sens, peut-être d'une façon un peu plus clivante, et n'y voyez pas de provocation, mais il faut quand même dire un peu les choses. D'abord, les infrastructures. Les infrastructures qui sont en général la prérogative, plutôt, effectivement, notamment en matière ferroviaire, de l'État, des régions. Bon, on est en train de paupériser nos infrastructures. La vérité, c'est celle-là. La vérité, c'est que nous n'investissons, je dis nous, je ne suis pas en train d'attaquer Monsieur X ou Madame Y, nous, collectivement, n'investissons pas assez dans nos infrastructures depuis trop longtemps. Et donc, nous perdons des gares, nous perdons des lignes. Et quand une région, il y a eu un exemple récemment avec Carole Delga en Occitanie, par exemple, réinvestit, moi je l'avais fait sur la ligne Bréauté-Fécamp, si vous connaissez le littoral du Pays de Caux. Bon, très bien, mais c'est une ligne de gagnée pour combien de perdus? Bon. Là, je pense qu'il faut aussi que les politiques, à tous les niveaux, et à commencer par le niveau national, aient le courage de dire, j'utilise souvent cette expression, ce à quoi on renonce. Parce que ce n'est pas vrai qu'on fera tout. D'ailleurs, le raisonnement pourrait être, Madame Vargon est partie, mais donc je ne veux pas provoquer de débat sans sa présence, mais le débat pourrait être transposé sur l'énergie. Rétrospectivement, on voit bien que ces dernières années, nous n'avons pas assez investi sur les énergies renouvelables. Donc dire oui, on peut tout faire, non, ce n'est pas vrai. On ne fait pas tout. Et l'expérience nous montre qu'on ne fait pas tout. Donc il faudrait qu'on ait le courage, je crois, de dire clairement qu'on ne peut pas tout faire. Et donc sur les infrastructures, il me semble, là je rejoins ce que disait Alain, qu'il faut qu'on ait le courage de dire quelles sont nos priorités. Et si vous prenez la vallée de Seine, il est très, très, très clair que l'enjeu prioritaire, c'est le train. Mais c'est valable, je crois, partout en France. J'insiste encore une fois, parce que là, on parle beaucoup des passagers, que ces passagers effraient. Il y a des pays où il y a du ferroutage. Il y a 0 ferroutage en France. Il y a des pays... Les pays, moi, je suis dans un milieu portuaire, port de Rouen, hein, bon, port du Havre, etc. C'est le premier axe portuaire de France. Premier axe économique en termes de flux, d'échanges, etc. Contribue au PIB de la France à une proportion bien plus grande que la démographie de la Normandie, etc. etc. Très bien. On en paye les conséquences en termes de pollution, les raffineries, les meilleurs ports de France, ils sont à Rotterdam, à Anvers, etc. Nous, sur Rouen, Le Havre, etc., c'est pareil à Marseille. Sur 100 marchandises, on en a 85 qui passent par camion. Vous en avez 10 qui passent par le fleuve, vous en avez 5 qui passent par le train. Vous allez à Rotterdam, vous allez à Anvers, vous allez à Hambourg, vous êtes toujours à au moins 40%, 50% de report modal autre que la route. Et ça a des conséquences énormes, énormes. Donc oui, je change un tout petit peu de focale, mais parce que c'est extrêmement important en termes de politique de mobilité. Donc investir sur une infrastructure, ça veut dire aussi renoncer. C'est pas vrai qu'on va faire et une ligne nouvelle Paris-Normandie pour désaturer tout l'axe Seine, si je prends l'exemple de chez moi, et un contournement routier à péage en plus, qui coûte 1 milliard d'euros autour de Rouen. Ça n'est pas vrai, on ne fera pas les deux, c'est pas vrai. Ou alors on dira oui, on va le faire, puis dans 30 ans, on en reparlera encore. Donc il y a un moment, il faut juste choisir. Et pour moi, si je dois choisir aujourd'hui, comme M. Chéreau, ceux qui m'aiment,
on prend le train. Ensuite, il y a la question des services. Et là, il y a un point très simple, pas simple financièrement, mais très simple politiquement, les tarifs. Enfin, je sais qu'en France, on prétend être le phare de l'humanité, mais regardons un peu ce que font les autres. Les Allemands ont baissé les tarifs. Ça a marché. Alors, ils sont certainement très différents de nous, c'est pas la même culture, c'est tout ce qu'on veut, mais peut-être qu'on peut essayer d'avoir une inflexion. En Occitanie, je reprends l'exemple, mais il se trouve que c'est un exemple qui a fonctionné. Les tarifs de train ont baissé, il y a plus de gens dans les trains. Voilà. Bon, c'est pas la panacée, mais c'est quand même un moyen d'inciter d'une façon forte, sans attendre 15 ans les calendes que les infrastructures changent, pour faire venir. À Rouen, on a baissé les tarifs des abonnements mensuels sur les transports en commun, en même temps qu'on a augmenté l'offre. Alors évidemment, ça nous a coûté de l'argent, bien sûr, mais n'empêche qu'on a tout de suite un effet sur l'utilisation des transports en commun. Et je peux vous dire qu'à Rouen, les transports en commun, c'était pas à Strasbourg, c'était pas historiquement, on n'était pas les meilleurs élèves. Donc voilà, tout de suite, on a un effet. Alors on peut se dire, oui, ça coûte de l'argent, mais enfin, l'argent public, ça sert à ça. Ça sert à ça. C'est à ça que ça sert, l'argent public. Et a fortiori, en ce moment. Et troisième point, mais ça, Alain l'a dit, la complémentarité des différentes offres. Parce qu'en fait, il y a la question effectivement de l'urgence de la crise énergétique, etc. Mais il y a aussi une révolution structurelle sur les modes d'usage. Moi, je le vois avec mes enfants, pourtant je ne suis pas si vieux. Les nouvelles générations, elles comprennent les mobilités d'une façon différente de nous. Moi, quand j'avais 20 ans, il ne me serait pas venu à l'esprit de ne pas passer mon permis de conduire. Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde. Il y a évidemment des différences sociologiques, je ne veux pas être caricatural, mais on voit bien que la mobilité s'est transformée et qu'il y a des modes qui sont plus liés à des usages qu'à des questions de propriété, même s'il y a évidemment une mixité des choses. Donc ça, il faut l'accompagner dans la durée en proposant une offre diversifiée. Le vélo ne conviendra pas à tout le monde, le train ne conviendra pas à tout le monde. On ne lutte pas contre la voiture, on lutte contre la voiture autosoliste. 1,02 personnes, je crois, ou je ne sais plus, par bagnole. Enfin bref, on est tout seul dans la voiture, c'est-à-dire qu'on transporte essentiellement la voiture elle-même. C'est un peu con. Bon. Donc, essayons de changer tout ça parce qu'on a besoin d'un panel diversifié d'offres. Donc, c'est vraiment les 3 points. 1, il faut renoncer à certaines choses et investir massivement dans les autres. 2, il y a des choses qu'on peut faire tout de suite, exemple les tarifs. 3, il faut un panel diversifié d'offres de services. Alors, je veux revenir sur un sujet un petit peu chaud, mais vos collectivités ont l'une et l'autre mis en place une ZFE, une zone à faible émission. Qu'est-ce que vous proposez ou proposez-vous des solutions pour éviter aux habitants justement de la périphérie, la grande périphérie, d'être pénalisés? Moi, je pense par rapport à ça, je rejoins ce qui a été dit avant. Je pense qu'il faut le saisir comme opportunité. D'abord parce que ça répond à un enjeu de santé publique et de qualité de l'air. Il faut revenir comme aux fondamentaux sur le pourquoi des ZFE. Alors, je suis d'accord, c'est pas la panacée, mais il faut vraiment se saisir de ça comme opportunité et dire comment nous changeons les modes de déplacement sur le bassin de vie et pas seulement. Alors nous, au niveau la ZFE, ça va être au niveau de l'agglo. Mais il y a 3 choses que l'on a engagées par rapport à ça. Le premier, c'est naturellement le dialogue avec tous les acteurs économiques, parce que c'est eux qui, quelque part, que ce soit les gros, les petits, les artisans, les grandes industries, qui se sont dit, mais comment on va faire? On a engagé le débat avec l'ensemble des intercommunalités autour. Parce que sinon, effectivement, il y avait l'idée de se dire, vous vous protégez, vous ne nous laissez plus rentrer, on ne pourra plus aller travailler ou s'activer, etc. Donc, je crois que c'est extrêmement important qu'il y ait ce dialogue. Et puis, le troisième élément, et là, je reviens sur la coopération qu'on a engagée dès le début de ce travail sur la ZFE avec la région pour effectivement faire converger à la fois un certain nombre d'aides, un certain nombre de démarches, un certain nombre de conseils et surtout pour faire se converger cette urgence que nous avions de mettre en place ce réseau express métropolitain, en tout cas tel qu'on l'appelle, parce que effectivement, il va desservir des agglos, des villes, des communes qui sont à 20, 30, 40 ou 50 km et où effectivement aujourd'hui, en plus le levier de la ZFE et de ce réseau express métropolitain vient au moment où l'essence est à 2 €. Et je suis assez d'accord avec Emmanuel Vargon. Je pense qu'il ne va pas baisser beaucoup ces prochaines années. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Donc c'est pour ça qu'il faut anticiper, et anticiper dans le cadre d'une coopération
dans le cadre d'un accompagnement, dans le cadre de démarches à la fois financières, mais surtout d'offres de transport collectif ou divers sur le bassin de vie de l'ensemble de ces ZFE. Pardon, excusez-moi, oui. À Rouen, oui, je disais, il y a eu quand même quelques manifestations de mécontentement, comme à Toulouse, à Nice, dans d'autres villes. Donc, qu'est-ce que vous faites, effectivement? Quelles solutions vous proposez pour éviter que les gens soient pénalisés dans la périphérie? Bon, c'est un sujet très difficile. Peut-être dire une chose que je trouve pour ma part, mais c'est peut-être lié à mon parcours personnel. Je pense qu'on ne dit pas assez. D'abord, je pense qu'on a un problème d'éducation et de compréhension, y compris scientifique, des sujets. Un peu de la même manière que si vous ne savez pas ce que c'est qu'un ARN messager, c'est quand même compliqué de comprendre les vaccins. On le voit sur les débats. Je trouve que sur la ZFE, c'est un peu pareil. Je m'explique. Sur la ZFE, les gens vous disent, chez moi par exemple, vous avez Lubrizol, vous avez une usine, bon, et en même temps, vous avez les ZFE. Les gens nous disent, t'es sympa, toi, tu nous empêches de venir en bagnole, mais par contre, les usines qui polluent, ça, il n'y a pas de souci, quoi. Vous voyez? Sauf que la ZFE vise l'interdiction sur la base de critères liés à des polluants spécifiques qui sont en l'occurrence les oxydes d'azote, les NOx, et les particules fines, PM2,5, PM10. Mais quand je viens de dire ça, NOx, PM2,5, PM10, j'ai perdu 95% des gens en général dans les débats. Donc je voudrais, c'est pas péjoratif, tout ce que je veux dire c'est qu'on a un sujet, non mais c'est très très important ce point-là, la question de la culture scientifique. La question de la culture scientifique. Je vais même aller plus loin et être provocateur. En France, on a beaucoup de responsables publics qui ont des responsabilités publiques, qui ont des parcours où pour la plupart d'entre eux, ils se sont construits en indépendance, en étanchéité et parfois même en défiance vis-à-vis du monde scientifique. C'est quand même emmerdant, hein, quand vous avez l'effet de serre, la pandémie, voilà. Je tenais à faire ce point parce que je fais partie de cette espèce rare qui a eu ce parcours un petit peu, mais je ne suis pas le seul heureusement, et surtout parce que je pense qu'on en a besoin en tant que culture populaire, parce que si on décarbone, si on change notre société, faut quand même qu'on comprenne de quoi on parle derrière. Et là, en l'occurrence, c'est pas les gaz à effet de serre. C'est vraiment un sujet, c'est ce qui a été dit tout à l'heure par madame, c'est vraiment un sujet de santé publique. Santé publique. À Rouen, ça dépend des années, mais c'est plusieurs centaines de morts par an. Voilà. Et en plus, il y a un enjeu économique derrière qu'on quantifie jamais. C'est que les morts par an, c'est pas que des morts, c'est aussi des gens qui meurent pas mais qui sont pris en charge. Et tout ça, ça a un coût. C'est un coût public, c'est un coût de prise en charge. C'est des hôpitaux, c'est des moyens de santé, c'est aussi des enjeux de prévention, c'est tout ça. Tout ça, c'est quantifié où? Nulle part. Donc en fait, dans le bilan économique de tout ça, il y a un vaste impensé de la prise en charge publique de tout ça. Bon, il y a peut-être des études qui existent là-dessus, je ne les connais pas et je ne crois pas qu'elles soient très populaires ou popularisées. Donc je voudrais insister, un, sur la culture scientifique, deux, sur la complexité du problème qui doit nous pousser à bien expliquer ce que sont les ZFE. Ensuite, pour venir plus techniquement à votre question, je reprends mon point sur la nécessaire articulation avec les différentes collectivités, mais Alain vient de le rappeler aussi. Et puis, je pense qu'il faut qu'on soit, comment dire, aussi le plus agile possible, le plus plastique, le plus innovant. Je vous donne un exemple. Bien sûr, il y a les enjeux d'infrastructure, de ferroviaire, etc. Sur un territoire comme le mien, où il y a beaucoup d'aires rurales autour, où il y a beaucoup de territoires périphériques avec des gens plutôt avec des revenus modestes, etc., la voiture, elle ne va pas disparaître du jour au lendemain. Et même quand il y a des aides, tout le monde, surtout en ce moment, n'a pas forcément les moyens de faire le reste à charge. Donc, il me semble qu'il faut qu'on soit innovant sur deux domaines, soit sur les services de transport. Alors là, un bon exemple, c'est le covoiturage, honnêtement. Moi, j'insiste beaucoup sur le covoiturage parce que c'est quand même un moyen relativement simple, sans de grandes nouvelles infrastructures, de diviser par X le nombre de bagnoles, de faire en sorte que les gens gagnent de l'argent. Nous, on rémunère les covoitureurs, hein, et on paye entre 2 et 4 euros par covoituré par trajet. Donc, je veux dire, ça fait de l'argent à la fin, hein. Et c'est pour ça que ça marche. Et deux, peut-être le dire aussi, de travailler les politiques de ZFE en liaison aussi avec les évolutions du monde du travail. Parce qu'on n'en a pas trop parlé là, enfin peut-être que vous en avez parlé avant que j'arrive, mais on voit bien qu'il y a quand même, pas pour tous les métiers, mais pour certains métiers, des évolutions, du télétravail supplémentaire. Par exemple, des endroits où on peut travailler en télétravail dans des territoires ruraux, etc. La SNCF faisait ça à un moment un petit peu sur des anciennes gares
réhabilités pour en faire des espaces de coworking. Je ne sais pas si c'est encore développé maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas penser la ZFE comme une politique. Vous voyez, j'ai essayé de faire le lien avec d'autres politiques. Éducation scientifique, culture, éducation populaire, compréhension des phénomènes, évolution du monde du travail, évolution du monde de l'emploi. Là, je pense que ce sont des choses qu'on ne réfléchit pas assez par rapport à la ZFE. Au-delà des choses classiques sur les infrastructures, évidemment, sur les aides à la conversion, évidemment, etc. Petite parenthèse aussi, c'est un petit peu compliqué. Petite parenthèse, si vous voulez bien, Nicolas. Oui, mais vous savez, les politiques disent toujours oui, justement, fini, c'est pour ça que je me permets. Vous connaissez, vous connaissez les journalistes. Voilà. Non, mais quand même, c'est un point important. C'est toujours difficile de mettre en place une loi quand, en réalité, les moyens de mise en œuvre de la loi ne sont pas au rendez-vous. Là, je ne veux pas attaquer l'État. Mais enfin, quand vous dites aux gens, attention, il faut venir avec une voiture, critère machin, et qu'en fait, il n'y a pas les caméras, il n'y a pas les policiers, il n'y a personne, etc., les gens vous disent, tu vas arrêter le camion qui arrive, là, tu l'arrêtes comment? Moi, je ne vais pas mettre la police municipale sur l'autoroute en disant stop. Enfin, je ne comprends pas ce que vous dites. Tout le monde roule à 30 km/h dans Paris. Mais au-delà du périphérique... Merci beaucoup, Nicolas Mayer-Rossignol, Alain Youn. Merci, Laetitia.